scandale à la FIFA, Sepp Blatter tente de se démarquer des dirigeants interpellés hier. Le président n'a pas l'intention de démissionner, comme le lui a demandé Michel Platini cet après-midi. La France veut reprendre le flambeau sur le dossier israélo-palestinien. Laurent Fabius se rendra en Israël et dans les territoires palestiniens en juin pour relancer les négociations. Une canicule meurtrière frappe actuellement le sud de l'Inde. Les hôpitaux sont débordés. Le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. 1500 morts au moins. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Comme si de rien n'était, ou presque, Sepp Blatter a choisi de se démarquer des membres de la FIFA qui ont été arrêtés hier dans un scandale de corruption. C'était la première intervention publique tout à l'heure du patron de la FIFA et il ne semble pas prêt à lâcher son poste, ni même à renoncer à organiser l'élection prévue demain pour donc le nouveau président de la FIFA dont il est évidemment le favori. Écoutez. Nous, moi, ne pouvons pas contrôler tout le monde tout le temps. Si certains veulent faire du mal, ils vont aussi essayer de le cacher. Ces personnes qui sont corrompues représentent une infime minorité, comme dans la société. Mais comme c'est le cas dans la société, ces personnes doivent être arrêtées et traduites en justice. Il ne peut y avoir de la place pour la corruption d'aucune sorte dans le football. Les prochains mois ne vont pas être faciles pour la FIFA. Je suis sûr que d'autres mauvaises nouvelles sont à prévoir. Voilà donc pour ces premiers mots prononcés par Sepp Blatter qui est sous pression évidemment depuis hier. On va y consacrer évidemment une partie importante de notre édition. On accueille dans ce studio Daniel Haïk. Bonsoir. Donc analyste sur i24 News. Et puis Franck Bellassène, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agent de joueurs dans le football, agréé FIFA comme l'on dit. Ce qui est peut-être pas d'ailleurs ce soir un label de qualité. En tout cas, un premier commentaire déjà sur ce qui se passe. L'attitude de Blatter, elle est finalement assez prévisible. C'est-à-dire qu'il choisit de se démarquer et de créer une sorte de barrière entre ceux qui ont été inquiétés et lui pour dire je suis au-dessus de tout cela. Il est égal à lui-même, comme il l'est depuis ses 3 derniers mandats. C'est-à-dire, c'est les autres, c'est pas moi, comme d'habitude. Il est égal à lui-même. C'est absolument stupéfiant, c'est presque dictatorial. C'est-à-dire on a le sentiment que tout brûle autour de Sepp Blatter et lui il fait comme si rien de rien n'était. Effectivement, il va essayer de se faire élire, il va probablement se faire élire comme si de rien n'était. C'est absolument stupéfiant de voir qu'il semble qu'il y ait une loi pour les nations et une loi pour la FIFA, une loi différente, une constitution différente pour la FIFA qui n'affecte pas un homme qui est quasiment une sorte de dictateur à la tête de cette institution. Alors on va revenir évidemment sur les fonctionnements et sur les conséquences de cette affaire, justement sur le fonctionnement de la FIFA, ce congrès qui s'ouvre demain, mais on va revenir aussi tout d'abord sur ce qui s'est passé aujourd'hui, parce qu'il y a eu cette prise de position très claire et très forte du président de l'UEFA, Michel Platini, un peu plus tôt dans la journée, qui a demandé à Sepp Blatter, les yeux dans les yeux, de quitter son poste. Et on voit bien que ce n'est visiblement pas le cas ce soir. Récit de la journée, Joseph Emmanuel. Il a été l'un de ses plus proches collaborateurs. Michel Platini demande aujourd'hui à Sepp Blatter de partir. Le président de l'UEFA se dit dépité, écœuré et dit que la seule façon de changer la FIFA est de changer de président. Nous avons discuté ensemble dans son bureau tête-à-tête et j'ai renouvelé ma proposition qui devait partir, qui devait démissionner. L'appel ne peut pas être plus clair et pour se débarrasser de l'actuel président, Platini affirme qu'une majorité des fédérations européennes s'apprête à voter pour Ali, un prince jordanien qui est seul à défier l'homme fort de la FIFA. Un vote qui aura lieu dans moins de 24 heures. La cérémonie d'ouverture du congrès de la FIFA démarre. Ladies and gentlemen, the FIFA president, Joseph S. Blatter. L'actuel président ne parle ni de démission, ni de retrait de sa candidature et affirme qu'il ne permettra aucune corruption au sein de son instance, car Sepp Blatter se place visiblement au centre de l'avenir de la FIFA. Demain,
Demain, nous avons l'opportunité de commencer ce qui sera un long et difficile chemin de reconstruction de la confiance. Nous aimons le football, pas pour la gloire, pas pour l'exploit, mais pour l'amour. Mais c'est le désamour qui règne entre le candidat à sa propre succession et l'ensemble de la presse. Depuis ce matin, les journaux se déchaînent contre un homme encore non inquiété par la justice, mais qui représente aux yeux de beaucoup un vaste système de corruption. La justice américaine, comme la justice suisse, enquête. Une dizaine de hauts dirigeants de la FIFA sont pour l'instant arrêtés, le siège de l'organisation perquisitionné, mais Sepp Blatter, toujours pas inculpé. Le Suisse de 79 ans résiste et reste candidat pour un 5e mandat, malgré une pression maximale. Dans l'état actuel des choses, il faut que les dirigeants démissionnent. Blatter est à la tête de l'organisation depuis plus d'une décennie, où les faveurs, les connaissances du système, de pots de vin et de mauvaises pratiques sont monnaie courante. Des pratiques qui déplaisent au système judiciaire américain. La ministre de la Justice a pris la tête de ce qu'elle présente comme une offensive anticorruption. Les actes d'accusation sont lourds. On parle de versement de millions de dollars de pots de vin et de commissions occultes, ceci pour obtenir les droits médias et marketing très lucratifs des tournois internationaux de football. Le monde du football se trouve ébranlé comme jamais à la veille de l'élection du prochain président. De son côté, le ministère public suisse ne prévoit toujours pas d'auditionner Sepp Blatter, et ceci n'est pas pour déplaire à la Russie. Ceci est encore une tentative flagrante des États-Unis d'étendre leur influence à d'autres États. Et il est évident, je n'en doute pas un instant, que c'est une tentative d'empêcher M. Blatter d'être réélu président de la FIFA en violation des principes des organisations internationales. Dans les soutiens à M. Blatter, on retrouve également les représentants des confédérations asiatiques comme africaines. C'est un véritable séisme qui frappe aujourd'hui la FIFA, avec l'une des plus importantes affaires de corruption que l'instance ait connue. Mais l'homme qui préside depuis 1998 cette instance richissime est parfois présenté comme un véritable chef d'État, un chef d'État qui, malgré la tourmente, compte bien briguer pour la 5e fois le mandat de la fonction suprême. Alors Sepp Blatter qui va donc demain se présenter à cette élection qui va avoir lieu comme prévu. Et pour vous, Franck Bellassène, il ne fait aucun doute, il va être réélu demain ? Il devrait être réélu. Ce qui est fantastique dans le reportage qu'on vient de voir, c'est que si on transposait cette situation-là à un État classique, prenons par exemple l'État français, où nous verrions 4 ministres être arrêtés au matin chez eux et 5 secrétaires d'État. Imaginons que François Hollande dise je reste à la tête du gouvernement français. Voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et Blatter est en train de dire moi je vais rester quoi qu'il arrive et je vais continuer à présider la FIFA, ce que je fais depuis de longues années, et ce sera comme ça et pas autrement. Et demain je vais me présenter et je vais être réélu. Ouais. Malgré l'appel de Platini à voter pour le prince Ali. Enfin, la réaction de Platini, elle est plus que normale. Elle est plus que normale aujourd'hui. Alors, le prince Ali ou un autre, si un autre était encore en lice, mais aujourd'hui, la réaction de Platini, elle est plus que normale. Comment voulez-vous qu'on puisse... Enfin, Platini, ça a été un joueur de foot. Aujourd'hui, c'est comme Blatter, il est dans une équipe de football, ils ont perdu 3-0, mais lui, il n'est pas responsable, donc il faut qu'il continue à jouer. Une équipe, on gagne ensemble ou on perd ensemble. Son équipe a perdu, il devrait partir. Alors, il faut préciser qu'il n'y a pas que Platini qui exige la démission de Blatter, il y a aussi Barack Obama, il y a aussi Cameron, et puis aussi, il faut souligner, il y a une pression de la part des sponsors. Des sponsors les plus importants de la FIFA, comme Coca-Cola, McDonald's ou Visa, ou Adidas, qui sont des sponsors extrêmement puissants, eux aussi, et qui exigent des changements immédiats. Ils ne sont pas plus précis que cela. On peut supposer que des changements immédiats, ça veut dire un remplacement du président de la FIFA. Mais effectivement, là, si les sponsors menacent de retirer leur financement, là, il pourrait y avoir, on pourrait retrouver un Sepp Blatter plutôt affaibli. Est-ce que d'ici demain, cela peut changer ? Je n'en suis pas sûr, mais c'est une situation à envisager. À l'époque de la Coupe du Monde à Naïsna, en Afrique du Sud, quand il y avait eu
Le petit souci avec le souci de comportement des joueurs de l'équipe de France, on se rappelle que de nombreux sponsors ont voulu quitter leur partenariat avec la Fédération française de football. La Fédération française de football a tout de suite agi en dégageant Manu Militari, à l'époque Nicolas Anelka, etc. Et puis à la finale, voilà, les sponsors sont partis, d'autres sont arrivés, mais une fois que le ménage a été fait. Là, en l'occurrence, les sponsors appellent à un grand ménage au sein de la FIFA. Ouais. C'est une institution qui est gangrénée par la corruption depuis des années, semble-t-il. Là, ça éclate au grand jour, mais c'est quand même quelque chose qui apparaît depuis longtemps. Il y a véritablement un système Blatter qui existe depuis plus de 10 ans. Il y a la stupéfaction de tout un chacun, de tout supporter de football lorsqu'on a appris que la Coupe du Monde de 2022 allait se dérouler au Qatar et en hiver. Qu'elle se déroule au Qatar, il n'y a pas de souci, mais qu'elle se déroule en hiver, c'est plutôt surprenant. Voilà, c'est-à-dire tout ça, c'est un système. C'est-à-dire le Qatar, c'est quand même pas un pays. On en a beaucoup parlé, on en a parlé encore dans la région, en particulier l'été dernier. C'est pas quand même le pays le plus démocratique au monde, c'est pas le pays le plus recommandable au monde, c'est un pays qui finance des organisations terroristes. Donc il y a la Russie avant le Qatar. Voilà, il y a la Russie avant le Qatar aussi. M. Poutine est très... Voilà, c'est pour ça que Poutine, lui, voudrait... Donc on sait que l'argent, finalement, règne dans ces choix depuis des années. Et pourtant, la FIFA, c'est une institution qui est respectée. Blatter a droit aux honneurs de chef d'État partout où il va, quasiment. Pourquoi est-ce qu'on a accepté tout cela pendant des années, à votre avis, Franck Bellassène ? Parce que le football fait rêver, le football fait vendre, le football fait vivre, le football fait rêver les enfants. Voilà pourquoi aujourd'hui le système a continué à marcher. Le budget de la FIFA a évolué de façon incroyable depuis ces 20 dernières années. Alors peut-être que Blatter est compétent dans certains domaines, mais là en l'occurrence il montre certaines limites à son système. J'entendais Yaakov Herel qui était l'un des responsables de la Fédération israélienne de football avant d'être l'un des responsables de l'UEFA, un membre du bureau de l'UEFA, qui affirmait que dès 1998, lors de la première élection de Blatter, il était clair, tout le monde savait qu'il y avait des enveloppes de dollars qui circulaient pour permettre favoriser l'élection de Blatter. Donc c'est pas nouveau, c'est un système qui est sclérosé, qui n'a pas été nettoyé depuis maintenant donc plus de 15 ans. Donc il faut peut-être... Alors ce qui est problématique, c'est que cela intervient, cette arrestation des dirigeants de la FIFA intervient à la veille du congrès, et que ce congrès soit ouvert en dépit de la demande de l'UEFA de le suspendre, ou en tout cas de le reporter. C'est étonnant, c'est fait exprès. Il est ouvert, voilà, c'est fait exprès, mais on est dans une situation tout à fait... On a eu la même chose avec le comité olympique il y a peu de temps, hein. Et avec, à l'époque, je crois que c'était Avalanche, il y avait eu un système à un moment pour au moment où est décerné les villes pour les Jeux Olympiques. Il y avait eu des doutes à ce moment-là, et il y avait eu quelques démissions en bloc. Là aussi, il y a eu des cas de corruption avérés, on se rappelle de Salt Lake City en 2002, et pourtant ça continue de fonctionner de la même façon. Un mot quand même là-dessus, Franck Bellassène, parce qu'on voit que Platini est à la tête de l'UEFA, c'est un ancien joueur respecté. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème ? C'est qu'une instance qui régit le football mondial ne soit pas dirigée par un ancien joueur de renom. On a vu que Figo voulait se présenter, il a renoncé. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème de cette institution ? C'est un système qui est fermé. C'est un système qui est fermé. On donne peu de chance aux joueurs, où on les considère peut-être pas évoluer intellectuellement pour pouvoir le faire. Or, en l'occurrence, Platini, aujourd'hui, il montre qu'il fait très bien son travail. Il organise des compétitions au niveau européen qui sont des compétitions merveilleuses, que ça aille de la Champions League ou aux Euros Espoir, aux Euros 19, aux Euros des 17 ans qui viennent de se terminer. Aujourd'hui, il montre qu'il est compétent, et peut-être est-il même plus compétent que Sepp Blatter pour arriver à diriger un jour la FIFA. Bon, il n'est pas intéressé, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Il va voter, il va soutenir le prince Ali. C'est tout à son honneur de dire aujourd'hui qu'il n'est pas intéressé. Aujourd'hui, il pourrait dire, finalement, regardez, nous, on est anciens sportifs, on peut le faire. Aujourd'hui, non, c'est tout à son honneur. Il continue dans son travail et dans son plan de carrière. Et peut-être qu'il se positionne aussi dans l'avenir pour être le successeur de Blatter. Alors on parlera dans un instant, parce que demain il y a un autre vote qui doit intervenir, et ça va être un problème aussi, puisque Sepp Blatter était la semaine dernière en Israël et à Ramallah pour essayer de trouver une solution au vote demandé par les Palestiniens. Mais on va revenir d'abord sur cette enquête qui a mis le feu aux poudres. Comment a-t-elle été menée ? Vous allez voir, c'est digne d'un film policier. Comment les Américains se sont attaqués à la corruption au sein d'une des confédérations de la FIFA.
Et est-ce que ça va remonter jusqu'à Blatter? Ça, l'avenir le dira. On a vu que Blatter s'attend à d'autres mauvaises nouvelles, comme il l'a dit tout à l'heure. On verra dans les prochains mois. Mais voici tout de suite comment s'est passée cette enquête avec Elsa Pariente. Plus de 2 décennies de corruption à la FIFA. Premier dossier, l'attribution suspecte de Coupe du Monde. C'est en 2004 que tout commence. Maroc ou Afrique du Sud, chaque voix compte pour déterminer le pays organisateur du Mondial 2010. Jack Warner, ancien président de la CONCACAF, équivalent nord-américain de la FIFA, et membre exécutif de la FIFA, aurait mis son vote aux enchères. $1 million proposé par le Maroc, 10 millions pour 3 voix côté sud-africain. 6 ans plus tard, c'était en Afrique du Sud que le mondial se déroulait. Un scénario que le pays dément aujourd'hui alors que Jack Warner a accepté de plaider coupable des chefs d'accusation qui le visent. 13 autres personnes sont elles aussi inculpées, 47 chefs d'accusation ont été retenus. La justice américaine mène l'enquête. Nous cherchons également d'autres suspects. Tous ces prévenus ont abusé du système financier américain et ont violé la loi américaine. À mesure que nous progressons, nous accueillons favorablement l'opportunité de travailler avec nos partenaires à travers le monde afin de traîner devant la justice d'autres complices et individus corrompus. De premiers éléments de réponse à la forte implication de la justice américaine dans ce dossier. Certains délégués de la FIFA sont par ailleurs à l'origine de versements de commissions en échange de droits médiatiques de compétition organisés aux États-Unis et en Amérique du Sud. Enquête ouverte sur les attributions par la FIFA des Coupes du Monde 2018 et 2022, procédure pénale engagée pour soupçon de blanchiment d'argent et gestion déloyale. La justice suisse est aussi impliquée. Si les racines de l'affaire tendent à se préciser, la position de Sepp Blatter, président de la FIFA depuis 1998, pose aujourd'hui question. Je ne veux pas spéculer sur ce que les gens savaient ou ne savaient pas. Mais au bout du compte, Blatter était à la tête d'une organisation où il y a eu des discussions, des enquêtes, des mesures prises vers une réforme, mais où de réels progrès vers cette réforme n'ont finalement jamais été faits. Si le ministère public suisse ne prévoit pas pour l'instant d'auditionner Sepp Blatter, c'est une autre figure des hautes sphères du football qui concentre aujourd'hui toutes les attentions. Chuck Blazer, la taupe du FBI au sein de la FIFA. Membre du comité exécutif de la fédération entre 1996 et 2013 et secrétaire général de la CONCACAF. Ce sont ces problèmes avec le fisc qui l'ont conduit vers cette collaboration fructueuse. Espérant une sanction plus clémente, il s'est investi sur le terrain pour le FBI. Entre 2011 et 2013, Blazer a porté un micro camouflé dans un porte-clés. Des dizaines, voire des centaines de conversations aujourd'hui aux mains de la justice américaine. Une source cruciale destinée à alimenter cette enquête d'envergure qui n'en est encore qu'à ses débuts. Voilà, c'est digne d'un film policier, hein, comme on le voit souvent aux États-Unis, donc ce qu'a fait le FBI pour cette enquête. Alors, parlons maintenant de ce vote qui a lieu demain, Daniel Haïk, parce qu'effectivement, les Palestiniens n'en démordent pas, ils l'ont dit encore aujourd'hui, hein, ils vont demander demain, en pleine tourmente au sein de la FIFA, eh bien, ce vote pour exclure Israël donc de la FIFA, comme on le sait depuis plusieurs jours. C'est un vote qui doit intervenir tout de suite après le vote de l'élection du président de la FIFA. Et là, c'est un extraordinaire concours de circonstances. On se retrouve dans une situation presque tout à fait étonnante dans laquelle Israël risque d'être mis au bas sur le banc de la communauté internationale, de la FIFA, pour des raisons qu'on a expliquées la semaine dernière lorsque Sepp Blatter était là, parce que les Palestiniens reprochent à Israël de ne pas laisser les footballeurs palestiniens circuler suffisamment librement, en particulier entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Toutes sortes de raisons plus ou moins valables de la part des Palestiniens, mais en tout cas, on remarque une chose, c'est que les Palestiniens ont décidé d'aller jusqu'au bout, qu'ils n'ont pas accepté les propositions de compromis. Il y a eu des pas en avant faits par Benyamin Netanyahou, c'était ce qui était convenu avec Blatter la semaine dernière lors de leur rencontre à Jérusalem, et on voit que Benyamin Netanyahou, par exemple, a accepté d'attribuer une carte magnétique spéciale qui permet aux footballeurs palestiniens de circuler librement en territoire israélien, alors que certains, il faut le rappeler, sont soupçonnés d'avoir des contacts avec le Hamas, par exemple dans la bande de Gaza. Donc là, Benyamin Netanyahou a fait un pas en avant et on voit que Djibril Rajoub veut aller jusqu'au bout. Il semble vouloir profiter en fait des feux, des projecteurs de tous les médias internationaux pour embarrasser Israël. Mais en embarrassant Israël, là, dans le cas précis, dans la conjoncture actuelle, il embarrasse aussi la FIFA parce que Sepp Blatter lui-même se retrouve dans une situation extrêmement embarrassante entre le marteau et l'enclume. D'un côté, Sepp Blatter ne veut absolument pas rajouter un second scandale qui serait de mêler le sport à la politique. Il en a déjà assez avec
le premier. Et de notre côté, si il semblerait qu'il y ait des menaces de la part des pays arabes, des 23 pays arabes membres de la FIFA, qui menacent Blatter de ne pas le soutenir si Blatter ne fait rien pour que cette résolution palestinienne d'exclusion d'Israël passe finalement. Alors, il faut rappeler que l'Europe est contre l'UEFA. Platini l'a rappelé à plusieurs reprises. L'UEFA est contre Franck Bellassène. Vous pensez que cette résolution a une chance d'être adoptée demain dans le... Déjà, la première chose, c'est que le vote de maintenir Blatter ou pas va passer avant cette résolution-là. Donc le chantage, il va être moindre. Voilà. Il va être dans une mesure plus limitée. Après, c'est bien de tirer la couverture à soi, mais c'est vraiment un problème mineur pour la FIFA, ce problème palestinien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils veulent profiter que toutes les télévisions du monde sont aujourd'hui au siège de la FIFA pour montrer un petit peu leurs problèmes. Platini, lui, c'est sans problème. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème entre la fédération israélienne et la fédération palestinienne. Il n'y a pas besoin de discuter de ça. Aujourd'hui, il est absolument contre ce problème que veulent mettre en avant les Palestiniens. Je tiens d'ailleurs à dire qu'il était venu à l'Euro Espoir qui a eu lieu en Israël il y a 2 ans. Il était venu pour 2 jours, il est resté une semaine. Et il a dit publiquement qu'il avait passé sûrement le plus bel événement depuis qu'il était arrivé à la tête de l'UEFA en Israël. Voilà. Il avait passé quelques matinées au golfe de Césarée d'ailleurs où il avait bien profité du golfe. Mais je pense que cette résolution n'a pas... Très peu de chances de passer, voilà, parce qu'on va faire un calcul rapide. Il y a 209 membres de la FIFA. Il faut 75% des suffrages des membres de la FIFA pour que cette résolution soit votée. 75%, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait plus de 54 pays qui voteraient contre cette résolution. C'est-à-dire, on sait déjà qu'avec l'UEFA, il y en a déjà 54. On peut supposer légitimement que les États-Unis, le Canada, certains pays de l'Océanie vont s'opposer à cette résolution, donc on a du mal à imaginer qu'elle puisse passer. Eh ben on verra ça demain, après évidemment réélection attendue de Blatter. Mais il peut se passer des choses d'ici demain matin. Exactement, en tout cas ce soir, il n'avait pas l'air du tout prêt à quitter son siège. On verra ce qui se passe pendant la nuit. Merci Franck Bellassène. Merci à vous. Vous êtes agent de joueur. Merci d'être venu dans ce studio. Daniel Haïk, merci à vous. La Syrie, à présent, et les rebelles qui combattent le président Assad depuis maintenant 4 ans, qui affirment être tout près de la victoire finale. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le chef d'un des groupes djihadistes les plus radicaux, le Front al-Nosra, parlant même d'une question de semaines avant la chute de Damas. Maxime Pérez. Dans la guerre psychologique qu'il livre au régime d'Assad et à ses alliés, le Front Jabhat al-Nosra a frappé un grand coup mercredi soir. Le chef de la branche syrienne d'Al-Qaïda, Abu Mohamed al-Joulani, a en effet accordé une interview exclusive à la chaîne satellitaire Al Jazeera, propriété du Qatar. Le chef d'Al-Nusra, qui vit dans la clandestinité et se prête très rarement aux jeux médiatiques, est apparu de dos, le visage dissimulé. Face à lui, le célèbre journaliste égyptien Ahmad Mansour. La scène est presque surréaliste. Véritable épouvantail en Syrie, le djihadiste al-Joulani en profite pour livrer ses aspirations. Des prophéties, diront certains. La première concerne le pouvoir de Bachar el-Assad, à qui il prédit une chute imminente. Al-Joulani va plus loin et affirme que la minorité alaouite sait que le régime ne pourra bientôt plus les défendre. Avec la fin de la dynastie des Assad, viendra celle du Hezbollah, affirme le chef du Front al-Nosra, pour qui les combats actuels dans le Kalamoun ne changeront rien à l'issue de la bataille. Pour lui, la guerre se terminera à Damas, la capitale syrienne. Quant au Liban, il n'est pas une cible de l'organisation affiliée à Al-Qaïda. Pour Al-Joulani, cette rare apparition médiatique est aussi une occasion de rassurer les Occidentaux. La Syrie, dit-il, ne servira jamais de base arrière à des attaques contre le continent européen ou les États-Unis. Une façon de se positionner dans la Syrie post-Assad et de légitimer le Front Jabhat al-Nosra, qui par ailleurs combat d'autres djihadistes, ceux de l'État islamique. L'actualité politique en France avec le vote depuis aujourd'hui des militants de l'UMP. Ils sont invités à se prononcer sur le changement de nom du mouvement voulu par Nicolas Sarkozy. L'UMP doit devenir les Républicains si les militants valident évidemment ce changement. Elsa Parienté. Nicolas Sarkozy remercie les socialistes, objet de cette courtoisie pleine d'ironie. Le PS a selon lui assuré la promotion des Républicains, le probable futur nom de l'UMP pour lequel votent aujourd'hui et demain les militants.
Ils sont plus de 213 000 adhérents à pouvoir se prononcer. Si ce changement de nom a focalisé l'attention ces derniers jours, les militants votent également pour les nouveaux statuts du parti et la composition de son nouveau bureau politique. Un vote qui s'inscrit dans la volonté de refonte du parti prôné par Nicolas Sarkozy. C'est pas le parti de tel ou tel, en tout cas c'est pas le parti de Sarkozy ou d'un autre. C'est une force qui prépare l'avenir au service de l'idée que nous nous faisons de la France et de la République, qui ne nous appartient pas, mais que nous voulons incarner et que nous revendiquons, parce qu'il faut la redresser. Des statuts plus démocratiques, une plus grande décentralisation vers les instances dirigeantes, une meilleure représentation des différentes sensibilités au sein du parti. Les promesses sont nombreuses pour ce vote crucial pour l'UMP. Les résultats seront proclamés ce samedi lors du congrès du parti, au cours duquel 60 intervenants s'exprimeront avant le discours de clôture du chef de file du parti. Dépasser le clivage droite-gauche, ramener les citoyens à la politique, tels sont les objectifs affichés par Nicolas Sarkozy dans le cadre de ce temps fort d'unité. Une unité à la longévité bientôt entravée par la rude bataille des primaires. Un sommet du G7 financier s'ouvre ce soir à Dresde, en Allemagne. Les ministres des Finances des pays riches vont se réunir pour évoquer notamment le problème de la dette grecque. Bonsoir Lionel Friedfeld, analyste financier. Alors, les Grecs disent qu'on est tout près d'arriver à un accord, justement, sur le remboursement de leurs dettes, mais apparemment, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. En tout cas, on va dire, c'est une réunion qui est importante parce qu'il y a des ministres des Finances, mais aussi des banquiers centraux. Vous avez mentionné la Grèce, c'est important. Les Américains mettent énormément de pression justement aux Européens en disant il faut terminer avec la Grèce, terminer avec cette crise grecque. Ça déstabilise non seulement l'économie européenne, mais l'économie mondiale, premièrement. Donc les Européens ont compris les messages et effectivement seraient en négociation et peut-être d'ici quelques semaines pourraient aboutir à un accord avec les Grecs. Alors justement, il y a quand même une mise en garde du FMI ce soir qui dit attention, c'est pas fini et puis la Grèce peut très bien quitter la zone euro. Il y a encore cette hypothèse qui est envisageable ? Alors effectivement, tant qu'un accord n'est pas signé, il y a toujours des possibilités en fait qui capotent au dernier moment. Alors on va évoquer maintenant un autre sujet de préoccupation des Occidentaux et des membres du G7, c'est la puissance montante de la Chine, puissance financière évidemment. Effectivement, et en tout cas l'Allemagne soutient la Chine et surtout constate une chose, c'est que la Chine en termes de yuan, le RMB qui est la valeur chinoise, arrive en 5e position pour les échanges commerciaux aujourd'hui et devrait à cet égard rentrer dans le panier des monnaies internationales et notamment utilisées par le FMI. Évidemment, les États-Unis et le Japon s'opposent à cette décision, mais tôt ou tard, la Chine devra rentrer dans l'économie internationale. Voilà donc la Chine et la Grèce qui sont les deux puissances, les deux pays qui sont absents de ce sommet mais qui sont présents. Merci. Lionel Friedfeld, analyste financier. On va vous montrer des images de tennis à Roland-Garros aujourd'hui avec chez les hommes la plupart des favoris qui sont passés. Murray, Djokovic et puis à l'image Rafael Nadal. On sait que Nadal n'a pas remporté de tournoi majeur sur terre battue cette saison pour la première fois depuis très longtemps. Il est tenant du titre à Roland-Garros et vous le voyez, il a battu très facilement en 3-7 aujourd'hui son compatriote Nicolas Almagro. Nadal qui dit se sentir de mieux en mieux donc à Roland-Garros. Et puis c'est l'un des matchs les plus longs de l'histoire du tennis féminin à Roland-Garros. Schiavone, l'italienne face à la russe Kuznetsova, elle s'impose au bout du suspense dans le 3e set. L'italienne qui a déjà gagné d'ailleurs ici à Roland-Garros. On va se retrouver dans un instant pour évoquer la visite annoncée de Laurent Fabius en Israël et dans les territoires palestiniens au mois de juin. A tout de suite. Le scandale à la FIFA, Sepp Blatter s'est démarqué tout à l'heure des dirigeants qui ont été arrêtés hier. Le président n'a pas l'intention de démissionner comme le lui a demandé Michel Platini cet après-midi. La France veut reprendre le flambeau sur le dossier israélo-palestinien. Laurent Fabius va se rendre en Israël et dans les territoires palestiniens dans quelques jours pour relancer les négociations. On en parle dans un instant. Une canicule meurtrière frappe le sud de l'Inde depuis plusieurs jours. Les hôpitaux sont débordés. Le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Au moins 1500 morts selon un dernier bilan. La France a donc l'intention de reprendre l'initiative au Proche-Orient. Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, va se rendre en Israël, en Égypte et dans les territoires palestiniens au mois de juin pour relancer des discussions désormais au point mort, ce qui confirme aussi le retrait des Américains sur ce dossier. Léa Berdugo.
La France réussira-t-elle là où les États-Unis ont échoué? En tout cas, Laurent Fabius entend bien essayer. Le chef de la diplomatie française a réaffirmé sa volonté d'aider à trouver une solution au conflit israélo-palestinien. Nous sommes pour une solution des deux États parce que il faut assurer la sécurité d'Israël, c'est évident. Mais il n'y a pas de sécurité et de paix sans justice. Or, justice n'est pas rendue aux Palestiniens. Il faut être clair. Nous voulons qu'on reprenne la négociation entre les deux parties, mais que cette négociation soit encadrée par un accompagnement international. Car à plusieurs reprises, la France était sur le point de présenter une résolution devant les Nations Unies. Selon une information du Figaro datant du 20 mai dernier, Paris entend bien présenter un texte avant septembre. Le projet aurait été validé par Laurent Fabius en personne. Il propose de fixer un délai maximum de 18 mois pour atteindre une solution juste, durable et globale. S'il n'y avait pas d'accord à ce terme, la France reconnaîtrait l'État de Palestine. Cette résolution contient plusieurs points clés. Tout d'abord, comme l'a répété Laurent Fabius ce matin, la nécessité de 2 États pour 2 peuples. Les frontières seraient basées sur celles du 4 juin 1967, autrement dit, celles qui prévalaient avant la guerre des 6 jours. Selon le document, les négociations devraient définir un plan qui garantirait la sécurité d'Israël et de la Palestine. Comment? Par un contrôle efficace des frontières. Le texte prône en outre un retrait de l'armée israélienne des territoires palestiniens de Cisjordanie. Et enfin, le projet revient sur le sujet épineux du statut de Jérusalem. Pour Paris, la ville sainte doit être la capitale des 2 futurs États. Reste à savoir si Laurent Fabius sera entendu par un gouvernement israélien à droite toute et des Palestiniens plus divisés que jamais. Alors, plusieurs choses évidemment dont on va parler à présent sur cette initiative française. Avec vous, Avi Pazner, bonsoir. Bonsoir, ancien ambassadeur d'Israël en France. Bonsoir, Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Et Dror Even-Sapir, bonsoir, analyste politique. Alors justement, Dror, d'abord cette initiative française, on sait que les Français reprennent le dessus. Ce qui veut dire, Dror, que les Américains ont lâché prise sur ce dossier. C'est fini, Barack Obama ne veut plus entendre parler du dossier israélo-palestinien. Ça est chaud d'écran à l'eau froide. On a tous à l'esprit la mauvaise expérience qui a été celle de John Kerry l'an dernier avec cette période de négociation de 9 mois qui n'a absolument rien donné. Et puis on a également à l'esprit les déclarations récentes de Barack Obama sur son pessimisme quant aux chances de règlement du conflit israélo-palestinien dans les mois qui viennent. Donc on a effectivement l'impression d'un retrait américain, d'une espèce de vide, et la nature ayant horreur du vide, eh bien, les Français et les Européens plus largement ont fait preuve d'un véritable activisme ces derniers temps. On a eu droit à la visite de Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, la semaine dernière. Et le mois prochain, eh bien, ce sera Laurent Fabius qui sera en Israël, dans les territoires palestiniens, en Égypte également. Et c'est important parce que les Français insistent sur ce côté international ou régional, impliquer des pays arabes dits modérés dans les efforts de relance du processus de paix israélo-palestinien. L'idée n'est pas totalement nouvelle, mais elle semble avoir gardé de l'importance étant donné le contexte régional. En tout cas, c'est l'un des fers de lance de cette initiative de relance du processus de paix portée par les Français et les Européens. Tout cela prendra son véritable essor après l'échéance de la fin du mois de juin, au cours de laquelle, en principe, un accord sur le nucléaire iranien pourrait être signé entre la communauté internationale, entre les 6 grandes puissances et l'Iran. Et ce dossier mis de côté, plus ou moins, eh bien, les Européens, en tout cas, et les Français ont le sentiment que le temps sera propice pour une relance du processus de paix. Encore faut-il savoir si les deux principaux intéressés, les Israéliens et les Palestiniens, ont véritablement intérêt à revenir à la table des négociations. C'est pas certain. Alors justement, Avi Pazner, quel accueil Israël va-t-il réserver? Bon, on imagine bien qu'ils vont bien l'accueillir, mais comment les Israéliens... Réserver, comme vous dites. Réserver, parce que c'est vrai que Netanyahou était assez en colère après la France ces derniers mois. Il n'a pas caché, après le vote au Parlement, notamment sur la résolution... Oui, enfin pas en colère, mais il y a eu beaucoup à dire sur l'attitude française. Et puis maintenant, il y a cette initiative qui, nous le savons tous, ne plaît pas absolument à Netanyahou, ni au gouvernement israélien, pour 2 raisons principales, pour 3 raisons. Premièrement, c'est d'internationaliser la solution au conflit. Ça, c'est prouvé inacceptable pour Israël depuis 68 ans déjà. Deuxième chose, la détermination des frontières, enfin de tout. Et peut-être ce qu'il y a de plus grave, c'est la date butoir, ok?
Parce que la date butoir, qu'est-ce qu'elle dit? S'il n'y a pas d'accord en 1 an et demi, 2 ans, eh bien, on reconnaîtra l'État palestinien. Qu'est-ce que vous feriez, Jean-Charles, si vous étiez palestinien? Si vous étiez Mahmoud Abbas? Tout simplement. Je ne négocie. Enfin, je fais semblant de négocier pendant 2 ans. On se voit, on se parle, on va à Ramallah, Paris, New York, tout ça. Puis au bout de 2 ans, on dit sorry, il n'y a pas d'accord. La Palestine est reconnue. Fini. Donc ça, c'est un élément majeur, ok, qu'il faudra contrer et que j'espère qu'il sera contré. Mais j'aimerais aller un pas plus loin que Dror à propos des Américains et d'Obama. C'est pas seulement que les Américains ont fait un pas en arrière, ce qui est juste, mais je crois que chez Obama, il y a aussi un petit esprit de revanche là. C'est-à-dire, vous n'avez pas voulu faire cet accord avec les Palestiniens, c'est pas entièrement votre faute, d'accord, mais vous n'avez pas fait l'effort nécessaire. Netanyahou, tu as visité Washington sans me consulter. Tu as déclaré avant les élections que les Arabes venaient en foule, et moi j'ai dit qu'il y aurait des conséquences. Qu'est-ce que c'est les conséquences? Il ne va pas couper l'aide militaire à Israël, Obama. Il ne va pas rompre la balance des forces moyennes, mais il peut laisser, ou peut-être même encourager d'autres pays à prendre des initiatives qui sont mal reçues en Israël. Et c'est peut-être là le cas, je ne sais pas, personne ne le sait. Nous ne savons pas qu'est-ce que Hollande et Obama se disent au téléphone, ou Merkel, ou Cameroun. Mais c'est très possible, oui, Obama dit, moi, j'en ai assez, laissons les autres. Les autres, aujourd'hui, c'est la France en tête, c'est l'ONU. Pour Israël, ce n'est pas un bon plan, ok? Je crois, pour répondre à votre question, l'accueil, c'est l'accueil d'un ministre des Affaires étrangères d'un pays ami quand même, même si on a des divergences. C'est évident. L'accueil sera... Mais les conversations seront difficiles. Emmanuel Navon? Je pense que d'abord ce qu'a dit Avi Pazner est vrai en ce qui concerne la stratégie française. C'est-à-dire que puisque les Français disent à l'avance qu'au bout de 18 mois, quoi qu'il arrive avec les négociations, il y aura de toute façon une reconnaissance par la France et par apparemment le reste des membres du Conseil de sécurité, c'est une recette pour dire aux Palestiniens, finalement, vous n'avez pas besoin de négocier, mais c'est pire que cela. Parce que la France dit finalement, il y aura une reconnaissance, quelle que soit l'issue des négociations, mais elle ne dit pas quel sera le prix à payer pour les Palestiniens. Parce que la proposition française part du principe qu'il n'y a que Israël qui est un obstacle à un accord. Mais les Palestiniens, eux, pas du tout. Alors qu'on sait très bien, ces 20 dernières années, depuis la signature des accords d'Oslo, quels efforts il y a eu, quelles propositions il y a eu avec Camp David en 2000, en l'été 2000, à Taba en décembre 2000, puis la proposition d'Ehud Olmert. Et à chaque fois, les Palestiniens ont refusé de signer, entre autres, et en particulier, à cause de ce soi-disant droit du retour. Et là, la proposition française ne dit pas du tout quelle va être la soi-disant solution qu'ils vont imposer. Est-ce qu'ils vont, entre guillemets, punir les Palestiniens en disant « Eh bien, vous n'avez pas voulu arriver à un accord, nous allons déclarer au Conseil de sécurité que ce droit au retour est un fantasme qui n'existera jamais et qu'il n'y aura pas du tout de retour ». Est-ce qu'ils vont dire cela? Non. Donc la proposition française ignore complètement l'histoire des 20 dernières années. Elle envoie aux Palestiniens le message que finalement, ils n'ont pas intérêt à négocier puisque... Au bout du compte, il y aura uniquement une reconnaissance d'un État palestinien sans imposer aux Palestiniens une renonciation à ce soi-disant droit au retour qui constitue un obstacle majeur à tout accord de paix depuis ces 20 dernières années que le processus d'Oslo a été entamé. Et je pense que les Français également, en déterminant une date butoir, ne font que répéter une erreur qui a été faite des dizaines de fois dans le passé, dont par les Américains, à savoir déterminer des deadlines artificielles. Et quand on arrive à la deadline, eh ben, il ne se passe rien. Donc je pense qu'il y a là une volonté française. Alors leur volonté de se démarquer des États-Unis sur le dossier iranien, elle est la bienvenue puisqu'ils se montrent plus fermes et qu'ils exigent qu'il y ait des inspections dans les sites iraniens. Mais sur le dossier israélo-palestinien, je pense qu'ils commettent une erreur, à la fois en déterminant une deadline artificielle et deuxièmement en envoyant le message que seul Israël paiera un prix en cas d'échec, alors qu'on sait très bien quelle a été la principale cause des échecs du processus de paix ces 20 dernières années, l'autorité palestinienne. Que penser également de cette phrase, on a entendu Laurent Fabius tout à l'heure, qui dit finalement, en ce moment, justice n'est pas rendue aux Palestiniens. Ça veut dire quoi? Que les Français viennent aussi pour rétablir ce qu'ils considèrent comme un déséquilibre manifeste? Ça aussi, ça peut être mal reçu? C'est-à-dire qu'en matière de politique, de géopolitique et de diplomatie, la justice, le concept de justice n'est peut-être pas le concept le
le plus adapté. Si effectivement les Palestiniens veulent que justice leur soit rendue de leur point de vue, eh bien, effectivement, ils vont exiger le droit au retour de tous les réfugiés ou alors des compensations, etc. Et ça, les Français le savent, d'un point de vue israélien, même d'un point de vue, je dirais, de l'opposition actuelle en Israël, c'est pas acceptable. Donc les Israéliens savent que les exigences de justice palestinienne, elles ne correspondent pas le moins du monde à au compromis que les Israéliens, même les plus modérés d'entre eux, sont prêts à consentir. Par conséquent, là, il y a peut-être dans le choix du vocabulaire employé par Laurent Fabius, il y a peut-être un clin d'œil à une partie de l'électorat du Parti socialiste, peut-être aussi un clin d'œil à certains des nouveaux alliés moyen-orientaux de la France, et qui ne sont pas forcément Israël. Certains pays arabes sunnites, puisque dans le conflit sunnite-chiite, la France a pris fait et cause pour les sunnites, ce qui est peut-être plutôt une bonne chose du point de vue israélien, mais concernant le dossier israélo-palestinien, cette exigence de justice, encore une fois, c'est jouer un petit peu avec le feu, parce que c'est peut-être donner aux Palestiniens l'impression qu'ils peuvent effectivement être maximalistes dans leurs exigences, et donc c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Mais peut-être j'aimerais revenir sur ce qui a été évoqué par M. Pastner, à savoir le concept d'internationalisation du conflit. Si l'internationalisation du conflit ou du processus de paix, c'est impliquer davantage certains pays arabes, eh bien c'est ce que Benjamin Netanyahou a dit à plusieurs reprises. Lui-même a dit, après l'opération menée par Israël dans la bande de Gaza contre le Hamas, qu'il fallait impliquer des pays arabes modérés. Donc là, sur ce point, il y a peut-être un point de convergence possible entre la France et Israël. Sur l'Égypte, c'est votre avis ? Sur l'Égypte, par exemple, c'est-à-dire l'Égypte... Pas l'Égypte, également l'Arabie Saoudite. L'Arabie, justement. Avec l'Égypte, nous avons déjà un traité de paix. Mais certainement, nous parlons de pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats, peut-être d'autres pays, qui aujourd'hui ont une entente stratégique, secrète évidemment, avec Israël, et contre l'Iran, contre l'hégémonie iranienne qui se dessine malheureusement dans plusieurs parties du Moyen-Orient. Donc je pourrais voir, moi, un effort d'Israël envers ces pays-là, mais pas dans le cadre de l'internalisation du conflit, notre conflit avec les Palestiniens. Okay ? Parce que ce qui importe aussi aux autres pays arabes, j'en suis persuadé, ce n'est pas le problème palestinien. Oui, pour la façade, bien sûr, ils ne peuvent pas se permettre des liens directs, etc., tant qu'il y a le problème palestinien. Mais quand ils examinent leur propre intérêt, quand l'Arabie Saoudite regarde qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, c'est de bloquer l'Iran. Et comment est-ce qu'on bloque l'Iran ? On bloque l'Iran avec des alliés, avec l'Égypte, avec la Jordanie, peut-être avec Israël en arrière-plan, ok ? Donc il n'y a même pas besoin d'avoir des traités de paix avec ces pays. Nous avons des intérêts communs, nous savons tous, c'est un secret de Polichinelle, qu'il y a des conversations entre nous et ces pays-là, parce que nous avons un intérêt commun. Et maintenant, j'aimerais ajouter un mot à ce que vous avez demandé à Dror sur le mot justice, ok ? Il faut remarquer que dans le même souffle, Fabius, quand il parle de justice pour les Palestiniens, il parle de sécurité pour Israël. Mais qu'est-ce que ça veut dire, sécurité pour Israël ? Est-ce que si Israël était en danger, en péril de mort, est-ce que la France enverrait ses divisions, enverrait ses aviations, la France ou l'Europe, ou même les États-Unis ? La sécurité pour Israël, c'est de donner à Israël la possibilité de vivre dans un contexte où elle sait que sa sécurité est assurée par elle-même. Alors, si on prend ce plan présenté maintenant aux Nations Unies, ce n'est pas un plan où Israël peut se sentir en sécurité. Je dirais juste cela, ok ? Parce que justice pour les Palestiniens, peut-être il y aura à ses yeux, sécurité pour Israël, il n'y aura pas. Emmanuel Naval ? Je pense que lorsque Laurent Fabius utilise le terme de justice, alors que nous parlons là de réel politique et d'intérêt, il touche à un sujet très dangereux parce que lorsque les Palestiniens, eux, parlent de justice, ils ne parlent pas de 1967, ils parlent de 1947. Lorsque les Palestiniens utilisent le mot Nakba, ils utilisent la catastrophe de 47, pas de 67. Et là, Fabius devrait faire attention à ce qu'il dit. Parce que lorsque les Palestiniens parlent du droit au retour, c'est pour justement, de leur point de vue, réparer l'injustice de 47, pas de 67. Et si déjà on parle d'injustice et de droit au retour, est-ce que Laurent Fabius parle également du sort des réfugiés palestiniens qui depuis 3 générations sont maintenus dans des camps
au Liban, en Syrie, en Jordanie, dans des régimes d'apartheid. Ça aussi, ça fait partie de la justice. J'attends de savoir si Laurent Fabius va parler de cette justice également. Bon, on verra tout cela en tout cas au mois de juin, c'est-à-dire très bientôt, avec cette visite annoncée. Merci Emmanuel Navon, merci Avi Pazner, merci Dror Evan Sapir. Alors on parle de paix justement, et dans cette région très troublée, l'eau est un enjeu vital, mais qui peut aussi être un facteur de rapprochement entre les peuples. Un Jordanien vient ainsi d'obtenir un diplôme dans une université israélienne pour un projet relatif à l'eau, et c'est une première en Israël. Reportage Mathias Inbar. Obtenir la paix via l'eau. Un enjeu colossal que s'est fixé Amer Sweati, le premier citoyen jordanien et de manière générale le premier ressortissant d'un pays arabe à avoir obtenu un doctorat dans une université israélienne. Sa spécialité, le traitement de l'eau salée et la création de ponts entre les peuples du Proche-Orient. Israël produit aujourd'hui plus de 500 millions de mètres cubes par an. L'objectif étant de créer donc d'autres sites de désalinisation de manière à ne plus utiliser les ressources naturelles à des fins domestiques ou pour l'agriculture. Donc si vous créez plus de sites de traitement d'eau dans la mer Méditerranée, à l'aide de l'oléoduc, vous pouvez distribuer en même temps cette eau aux Israéliens, aux Jordaniens et aux Palestiniens. Un projet tripartite qui existe déjà, mais principalement pour sauver la mer Morte. En février dernier, le ministre de l'Énergie israélien Silvan Shalom signait avec ses homologues jordaniens et palestiniens la création d'un pipeline dans la mer Rouge à destination de la mer Morte. Objectif, produire au moins 80 millions de mètres cubes par an. Israël en achètera jusqu'à 40 millions. Le reste ira à Aqaba en Jordanie, pour un coût estimé à 800 millions d'euros. De son côté, Amer estime qu'il faudrait avancer vers l'idée d'une paix globale, régionale. Sans cela, les mentalités ne pourront pas évoluer. L'afflux des réfugiés, plus d'1,5 million de Syriens, d'Irakiens et ceux d'autres pays, met la pression sur les leaders jordaniens qui doivent trouver des solutions sur le manque de ressources naturelles. Et ces solutions pourraient justement venir de ses voisins. Plusieurs centres de traitement d'eau existent en Israël, principalement dans le sud du pays, mais c'est plutôt vers la mer Méditerranée que se tourne Amer. Il faut dire qu'elle représente un quart du dessalement mondial. On peut vivre sans pétrole, mais on ne peut pas vivre sans eau. Transformer cette eau salée en eau potable pourrait emmener de l'espoir à beaucoup de gens, de la vie dans cette région. Vous savez que dans certaines puissances pétrolières, l'eau est parfois plus chère que le pétrole. Parfois 10 fois plus cher qu'un litre de pétrole. Vous voyez à quel point c'est ridicule. La désalinisation est le futur de la région. L'eau salée alors comme substitut de l'or noir, la question est posée. Un moyen pour Amer de contrer les conflits géopolitiques de la région. Voici à présent une pratique qui se développe pour les voyageurs à petit budget. Offrir ses services dans une ferme contre le gîte et le couvert. Exemple en Israël avec ce reportage signé Maël Benoliel. On les appelle les woofers. Ces bénévoles qui viennent du monde entier pour prêter main forte aux agriculteurs. Comme ici dans cette ferme bio de la région montagneuse de Galilée. En échange de quelques heures de travail journalier, ils se voient offrir le gîte et le couvert. Ce mouvement mondial qui a débuté il y a 40 ans en Angleterre soutient une agriculture biologique. Bien que méconnue du grand public, plus de 20 000 fermes agricoles dans le monde font partie de ce mouvement. En Israël, elles sont près de 80 à accueillir des bénévoles. Il y a environ 100 000 woofers dans le monde en ce moment. En Israël, ça dépend si on est avant l'opération bordure protectrice ou pas. Avant bordure protectrice, c'est à peu près 900 bénévoles. Ça a commencé à vraiment bien marcher. Après bordure protectrice, c'est presque 2 fois moins de bénévoles. Mais les woofers reviennent petit à petit. On souhaite que cela continue. C'est le cas d'Armand. Ce jeune franco-américain est arrivé des États-Unis il y a quelques semaines, attiré par cette façon alternative de découvrir un pays. Il y a sans doute plusieurs façons d'explorer un pays, mais ça c'est une façon pas chère de le faire. Tu as juste à acheter un billet d'avion, tout le reste est compris et c'est surtout une façon intéressante de découvrir un pays. Vous savez, vous pouvez être en ville où tout a été fait pour les touristes. Le tourisme est une grosse industrie dans tous les pays. Ici, tu n'as pas le côté touristique, tu découvres comment vivent vraiment les Israéliens. Grâce au woofing, tu peux vraiment découvrir à quoi ressemble le pays et c'est une expérience vraiment très enrichissante.
Ici, dans cette ferme du nord d'Israël labellisée Woofing, les bénévoles sont amenés à prendre soin des chèvres. Ce sont même eux qui s'occupent 2 fois par jour de traire les bêtes. La première fois, ça a été il y a 2 semaines et demie, comme ça, ouais. On apprend vite. Et après l'effort, le réconfort, surtout quand la météo est caniculaire. Quand il fait très chaud comme ça, plus de 40 degrés, Dalia et Amnon ne nous font pas travailler parce que ça peut être dangereux. Dalia et Amnon sont les hôtes de cette ferme. Il y a 30 ans, ils ont quitté leur vie confortable pour devenir agriculteurs et se sont installés dans ces montagnes. En quelques années, ils ont déjà accueilli des centaines de woofers. Le fait que nous accueillons des bénévoles, que nous soyons proches d'eux et qu'ils nous aident, nous a permis d'en être là aujourd'hui. Chaque bénévole qui arrive ici a sa place. Il peut s'exprimer, évidemment. Cela nous aide vraiment. Il est tout à fait possible que si le woofing n'existait pas, on n'en serait probablement pas là aujourd'hui. C'est comme famille ici. Ouais. Ils sont vraiment gentils. Dalia, elle fait toute la nourriture pour nous, alors c'est délicieux. Hein. Ouais. C'est comme quand on est à un restaurant tout le temps. Et c'est dans cette cabane en bois que les woofers passent leur nuit. Des conditions pour le moins spartiates, mais qui n'ont pas l'air de déranger les bénévoles, surtout après des journées passées dans la peau d'éleveurs de chèvres. On est très fatigué. Hein. Tu pourrais dormir par terre. Hein. Le woofing, un concept gagnant-gagnant de plus en plus en vogue, que ce soit en Israël ou dans les 4 coins du monde. On entendait tout à l'heure Michel Platini à propos du scandale de la FIFA. Le président de l'UEFA faisait part de sa tristesse quant à cette affaire. Un autre souvenir va certainement raviver aussi de la tristesse ce week-end chez Platini. Cela marque en effet les 30 ans de la tragédie du Heysel. 39 supporters morts piétinés avant la finale de Coupe d'Europe entre Liverpool et la Juventus où jouait alors Platini. Julia Guénancia. Tout était réuni pour que le football vive une grande soirée de fête à Bruxelles. La finale de la Coupe d'Europe oppose 2 des plus grands clubs du continent. D'un côté Liverpool, de l'autre la Juventus. Mais ce 29 mai 1980, à 19h20, près de 200 hooligans anglais forcent la zone neutre où se trouve une poignée de policiers. Les hooligans pressent les Italiens du bloc Z qui reculent vers le fond de la tribune. Les grilles d'évacuation du bas sont fermées. Ne pouvant s'échapper, les Italiens sont pris au piège. La bousculade est inévitable. Des dizaines de personnes sont piétinées, étouffées contre les grillages qui finissent par céder. Un muret s'effondre sous la pression humaine. Les forces de l'ordre sont dépassées. Vers 21h30, les capitaines des 2 formations lancent un appel au calme. Quelques minutes plus tard, les 2 équipes entrent sur le terrain. La Juventus l'emporte sur le score d'1-0 marqué par Michel Platini sur pénalty. Le footballeur, aujourd'hui devenu président de l'UEFA, a fait de la lutte contre le hooliganisme une de ses priorités. Personne ne veut revivre ça. Cela passe par un durcissement des interdictions de stade au niveau européen et, je le répète, par la création d'une police européenne du sport. Un appel que j'ai déjà lancé en 2007, peu après mon élection. Suite à cette tragédie, au niveau européen, l'UEFA obligera toutes les enceintes à disposer de places assises. Et quant au stade Heysel, il pourrait être détruit d'ici quelques années. Les autorités belges désirent en construire un nouveau à quelques centaines de mètres de l'endroit du drame. On veut tourner la page, on veut démolir ce stade, on veut démolir cette plaine qui est maudite pour l'Europe entière, pour le monde entier. À l'issue du procès débuté en octobre 1988, 14 supporters de Liverpool sont condamnés à 3 ans de prison. Certaines peines seront revues à la baisse en appel 1 an plus tard. L'Angleterre sera elle aussi punie. Ses clubs suspendus de toute compétition européenne pendant 3 ans et Liverpool pendant 6 ans. Arrestation en Tunisie d'un 2e suspect marocain soupçonné d'avoir joué un rôle indirect dans l'attentat contre le musée du Bardo à Tunis, attentat qui avait fait 22 morts, dont 21 touristes étrangers. Nouvelle manifestation de masse des personnels hospitaliers à Paris aujourd'hui. Plusieurs milliers d'entre eux ont protesté une nouvelle fois contre la réforme de leur temps de travail que souhaite leur imposer le président de l'AP-HP, Martin Hirsch, dont il réclame désormais la démission. Julia Guénancia. Ils sont plusieurs milliers sous les fenêtres de Martin Hirsch. Le directeur général de l'AP-HP, nommé en novembre 2013, est la cible de la manifestation. Depuis qu'il a annoncé son intention de réorganiser le temps de travail dans les hôpitaux parisiens, les relations avec le personnel médical sont très tendues.
On arrive à un moment où on sature et nous, on ne peut plus continuer comme ça. Si on nous retire ça, qu'est-ce qui nous reste ? Et il faut savoir qu'on a affaire à des humains quand même et que ce n'est pas des paquets qu'on a dans les lits, quoi. À l'heure actuelle, on souffre à l'hôpital. À l'heure actuelle, des soignants, des paramédicaux, des ouvriers, on est en manque constant de personnel. On est toujours en baisse. On a de moins en moins de monde. Les burn-out à l'hôpital, il y en a. Actuellement, plus de 60% des agents travaillent 7h36 par jour ou 7h50 avec un nombre de RTT allant de 18 à 20 jours par an, auxquels s'ajoutent des journées propres à la PHP. Mais en raison du manque de personnel, les journées non prises s'accumulent sur les comptes épargne-temps. Un stock évalué à plus de 74 millions d'euros fin 2014. Une réduction des plages horaires journalières permettrait de diminuer les RTT, mais surtout, selon la direction, la réorganisation du temps de travail des quelques 75 000 personnels des 38 établissements de la PHP permettrait d'économiser 20 millions d'euros et de préserver plus de 4 000 postes en 4 ans. Les syndicats admettent de revoir l'organisation du travail, mais refusent que ce soit au prix de nouvelles réductions de moyens. Selon les propres chiffres de l'administration, tous les soignants font 15 minutes de bénévolat par jour. Et là, on voudrait encore réduire le temps salarié. On ne peut plus tenir comme ça. Martin Hirsch a beau répéter que ce n'est pas la fin des RTT, rien n'y fait. Mardi, la PHP voulait croire que le dialogue n'était pas complètement rompu après les nouvelles propositions de la direction. Mais la réunion a tourné court. L'intersyndicale réclame le retrait pur et simple du projet et désormais la démission de Martin Hirsch. On va se retrouver dans une dizaine de minutes pour parler cinéma avec un film qui fait peur en France avant même sa sortie. Il s'agit du film français car il évoque bien le thème des skinheads et la résurgence de ce mouvement en France. Dans un instant, nouveau point sur l'actualité. Ce sera avec Daniel Atlan. À tout à l'heure. On parle cinéma à présent avec un film qui fait peur non pas aux spectateurs mais aux exploitants de salles de cinéma. Il s'agit du film français qui évoque l'histoire de skinhead en France s'en prenant aux musulmans. Des avant-premières annulées, des refus de distribuer le film par crainte d'incidents ou de violences. Cyril Amar. Un Français, c'est le titre du nouveau long métrage de Patrick Asté, alias Diastème. Le film, qui sortira en salle le 10 juin prochain, retrace l'histoire d'un ancien skinhead en pleine rédemption. Pour Marco, fini les ratonnades, les rixes et les collages d'affiches d'extrême droite. Le parcours d'un salaud qui veut devenir quelqu'un de bien. Un sujet grave, rarement porté au grand écran. Oui, mais voilà, le film semble déranger certains exploitants de salles. Avec plus de 40 avant-premières déprogrammées, le réalisateur avoue ne pas comprendre. Une cinquantaine d'avant-premières proposées. On a eu à peu près 42 refus. Pour quel motif ? Les exploitants ont peur. C'est ce qui a l'air de dire, pas tous évidemment. Il y a des exploitants formidables qui prennent le film, qui soutiennent, mais voilà, le distributeur partait sur une centaine de films. Sur une centaine de copies prévues, seule la moitié sera projetée dans l'Hexagone. Le distributeur évoque une spectaculaire campagne de haine, attisée par des commentaires agressifs et menaçants autour de sa bande-annonce sur les réseaux sociaux. Simple choix marketing ou autocensure plus sournoise. Une chose est sûre, dans une France en plein questionnement identitaire, les professionnels du 7e art semblent peu friands de sujets sensibles. Pour Diastème et un Français, le jour de gloire n'est pas encore arrivé. Alors on va s'arrêter évidemment sur cette polémique autour de ce film français avec vous, Valérie Abécassis, bonsoir. Vous présentez évidemment le Culture Mag sur i24 News. Vous êtes l'une des rares à avoir vu le film, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, il faut revenir sur ce contexte. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est emparé comme ça de cette sortie et que ça devient un événement un petit peu nauséabond ? Mais parce que c'est le buzz. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est ça le buzz. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Diastème a commencé à faire parler de son film Un Français, le site de droite, d'extrême droite français de souche s'est étalé en disant on est très content, voilà enfin un film qui va mettre la lumière sur notre mouvement, l'extrême droite, les FAF des années 80. Là-dessus, Diastème répond sur son blog, parce qu'il a un blog, en disant non, le Front National a du sang sur les mains. Du coup, ce film qui devrait normalement sortir le 10 juin fait l'objet de
cette espèce d'angoisse de la part des exploitants, hein, non pas du public, des exploitants. 100 salles devaient le projeter. Des exploitants devaient organiser des séances de discussion, d'ouverture, de débat pour ce film. Ils ont tous la trouille, parce que maintenant on a peur, on ne peut plus faire de films sur le djihad, on ne peut pas faire de films sur la Nord-Corée. Les gens ont peur à cause d'un pauvre buzz et de quelques tweets. Et donc, il ne reste plus que 8 salles à projeter ce film en avant-première et à organiser des séances de discussion avec le public. Alors, vous l'avez vu, donc qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que c'est pas du tout un hommage, une apologie du mouvement skinhead, on est d'accord? Non, c'est un film à moitié très bien. C'est-à-dire que ça suit 30 ans d'un parcours d'un jeune Faf. Ça doit parler à votre génération. C'était ces skinheads, l'extrême droite française, les bombers, le crâne rasé, les Doc Martens. Et donc, ce garçon qui s'appelle Marco Lopez, qui incarne vraiment le petit blanc prolétaire dans une barre d'immeuble à Colombes. Le père, c'est un ivrogne, la mère est maltraitée. Il adhère à ce mouvement de skin. Il va coller les affiches. En toile de fond, c'est cette France-là qui commence tout doucement à s'orienter vers Mitterrand pendant que le Front National est en train de monter. Donc, ce Marco Lopez suit ce mouvement fasciste. Il y a des scènes d'une violence inouïe. Ils assassinent un noir avec du desktop, ils forcent des musulmans à chanter la Marseillaise. Donc cette violence-là comme ça qui s'étale avec en toile de fond la France qui évolue, et il est touché par la grâce. On ne sait pas, c'est comme ça. Et là ça devient, c'est pour ça que je dis que c'est à moitié très bien fait, parce que cette deuxième partie, autant la première est très factuelle, très bien faite, c'est de l'intérieur, on voit la drogue, on voit la bière, on voit la musique, la souris déglinguée, les berruriers noirs, ces mouvements-là. Autant la deuxième partie, quand il est touché par la grâce, on le voit finalement avec une barbe de hipster, ce fameux Marco, là, ce skinhead, touché par la grâce, distribuer de la soupe aux immigrés, aux sans-papiers. Ça devient à ce moment-là un bon film de gauche, un bon film bien pensant, qui donc oublie c'est une un petit peu... rédemption qui est trop belle pour être vraie? Non, c'est pas qu'elle est trop belle pour être vraie. Je crois beaucoup à la rédemption. Je pense qu'en chacun, on peut toujours faire le bien. Je pense qu'il oublie quelque chose, c'est-à-dire que ça marque effectivement la désillusion de la gauche. Ça montre aussi le ratage des valeurs républicaines, mais ça ne montre pas les ratages de l'intégration. Ça ne montre pas ce qu'est la France d'aujourd'hui. Ça ne montre pas pourquoi finalement le FN monte dans les sondages. Ça ne raconte pas ça aujourd'hui. Il y a une autre chose qui est quand même très intéressante dans ce film, c'est que on revoit ces fameux skinheads. Vous savez, l'actualité finalement est marquée par quoi? Alors on a peur de l'islam, on a peur de ces mouvements-là, et ces gars-là qui nous ont pourri la vie quand même dans les années 80 étaient un peu occultés. C'est-à-dire que le Front National avait gardé ses lettres de noblesse avec les donc sondages. Ils sont toujours là. Voilà. Et en fait, c'est ça que ça raconte. Je m'embrouille un peu, mais ils sont là. Ils sont encore là. Ils sont encore très actifs. Et ce sont eux qui font du bruit sur les réseaux sociaux. Et ce sont eux qui font peur. C'est quand même dingue. Où est la liberté d'expression? Où est la liberté de diffusion? Où est la culture si pour 3 tweets on empêche un film de passer? En tout cas, il doit sortir théoriquement le 10 juin. Merci Valérie Abécassis, donc le Culture Mag chaque jour avec vous sur i24 News. Merci d'être venu en parler. On parlait justement de la peur du djihad. Eh bien justement, le gouvernement lance lui sa guerre sur les réseaux sociaux. C'est Manuel Valls en personne qui est en tête de pont sur ce dossier, qu'il a annoncé hier à Paris lors d'une masterclass à Dauphine. Écoutez. Franchir une nouvelle étape en nous adressant au cœur de cible, les jeunes en voie de radicalisation eux-mêmes. Nous allons donc mettre en place un bataillon de community managers de l'État pour opposer, et c'est le plus difficile, une parole officielle à la parole des djihadistes et ne pas leur laisser l'espace numérique. Mais nous savons qu'il est difficile pour les autorités, pour l'État, j'allais dire presque pour les adultes, de s'adresser directement aux jeunes concernés. Les djihadistes utilisant d'ailleurs la théorie du complot justement pour décrédibiliser la parole officielle. Il faut reconnaître que leurs sites, leurs actions, leurs paroles sont, je mets des guillemets bien évidemment, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, très bien faites, très efficaces. Alors Manuel Valls, donc hier à Paris, bonsoir Rudy Sada, bonsoir, notre spécialiste des réseaux sociaux. Alors c'est quoi cette armée de community managers que promet Manuel Valls? Avec ces annonces, Manuel Valls confirme finalement les promesses de lutte contre la propagande djihadiste, des promesses qui ont été faites juste après les attentats de janvier. Alors pour lutter contre le djihadisme en ligne, il y a 2 angles d'attaque. Le premier, c'est la lutte frontale, c'est-à-dire la fermeture de sites, la fermeture de comptes Twitter qui font l'apologie du djihad. Et dans les faits,
c'est une lutte qui finalement est peu efficace, tout simplement parce que pour un site djihadiste qui est bloqué ou un compte Twitter fermé, il y en a 3 ou 4 qui sont déjà prêts, qui sont mis en ligne quelques instants après. Donc c'est une lutte finalement peu efficace. Alors on s'est un peu à peu rendu compte, et le gouvernement américain en premier lieu, que la contre-attaque devait se faire sur le chemin du discours. Alors on se souvient de la campagne du site Stop Djihadisme dès février qui avait rencontré un certain succès. Le clip a été vu plus de 900 000 fois sur Internet, et on entre désormais donc dans la deuxième phase avec cette armée de community managers. Alors qu'est-ce que vont faire concrètement, quelle sera la mission de ces équipes? Concrètement, ils vont reporter un contre-discours officiel créé par le gouvernement, c'est-à-dire ils vont aller sur les réseaux sociaux contrer cas par cas la propagande djihadiste, et pour ce faire le gouvernement ne va pas s'appuyer sur des policiers mais sur le monde associatif qui va aller au contact et au combat et au contact finalement des jeunes. Quant au dispositif, il sera composé donc d'une cellule de fonctionnaires pris dans différents ministères concernés, et donc le fameux bataillon de community manager. Alors effectivement, rencontrer l'État islamique sur son terrain de prédilection, c'est Internet, c'est peut-être la meilleure façon de lutter contre le discours qui incite au djihad. Merci Rudy Saada. Donc la guerre est déclarée par le gouvernement français sur les réseaux sociaux, donc au djihad à suivre. Merci à vous. On évoque à présent ce bilan terrifiant en Inde. Plus de 1500 morts suite à une vague de chaleur qui sévit depuis une semaine dans le sud du pays. C'est du jamais vu depuis 20 ans, des températures qui dépassent les 48 degrés et des hôpitaux qui n'arrivent plus à faire face à l'afflux de victimes. Julia Ganancien. Une vague de chaleur meurtrière. Première victime, les personnes âgées plus fragiles. Les sans-abri qui ne peuvent se réfugier à l'intérieur, et beaucoup d'ouvriers du bâtiment contraints de travailler malgré une chaleur suffocante. Les autorités évoquent plus de 1000 morts. Ceci est le chiffre cumulatif depuis le début de la vague de chaleur, commencée le 18 mai. Beaucoup de gens sont morts à cause de coups de soleil ou à cause des vagues de chaleur intenses, particulièrement dans la région de Andhra Pradesh. La situation est rendue catastrophique par les coupures d'électricité extrêmement fréquentes en Inde et pouvant durer plusieurs heures. Impossible donc d'utiliser la climatisation, même dans les hôpitaux. Seul espoir, les pluies prévues début juin et le début de la mousson pour rafraîchir ce pays, menacé de sécheresse. Alors en ligne avec nous, le climatologue Jean Jouzel. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous faites partie du GIEC, ce fameux groupe d'experts internationaux qui réfléchit au réchauffement climatique. Est-ce que pour vous d'ailleurs c'est le réchauffement climatique qui est en cause là précisément dans ce qui se passe en Inde? Alors c'est toujours difficile pour un événement, disons, spécifique d'attribuer vraiment d'identifier la cause d'un événement tel que la canicule d'aujourd'hui, mais ce qui est, quand on regarde à une échelle assez large, le réchauffement climatique que nous vivons en particulier depuis une cinquantaine d'années, se traduit par, disons, un nombre croissant de canicules. Alors ces canicules sont définies par des périodes qui restent au-dessus d'un certain seuil. Alors ça dépend, en France ça peut être 35 degrés pendant une période assez longue, au moins de 5 jours à une semaine, et c'est le cas. Et aussi une période dans laquelle les températures de nuit ne redescendent pas beaucoup. Et c'est ça qui cause aussi le fait qu'il n'y ait jamais de fraîcheur, qui cause effectivement ces problèmes au niveau des décès supplémentaires et qui affectent en particulier les personnes âgées. Donc on a bien là une canicule, on peut... moi, je rappelle toujours quelques chiffres, c'est vraiment terrifiant, 48 degrés d'ailleurs. Quand on regarde la canicule en France, pour donner, la canicule de 2003 en France était 3 degrés plus chaud qu'un été moyen du XXe siècle. Au cours, si on regarde la période, l'été 2003, où il y a eu une canicule qui a beaucoup marqué, il y a eu 15 000 morts supplémentaires en France en 2003, c'était une canicule surtout marquée au mois d'août, mais surtout, disons, par rapport aux climatologues, eh bien, ce que nous craignons, c'est que si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, à la fin de ce siècle, les étés pourraient être de 4 à 5 degrés plus chauds en moyenne qu'un été moyen du XXe siècle. Mais les étés caniculaires, disons à Paris par exemple, pourraient être 7 à 8 degrés plus chauds. Alors ça n'arrivera pas tous les étés, mais à part dans un contexte de réchauffement climatique, disons, sans
lutte contre le réchauffement climatique, eh bien, tous les étés de la fin du XXIe siècle seraient plus chauds à Paris que l'été 2003. Donc on voit bien ces problèmes, parce qu'il y a des problèmes de santé derrière, même si la prévention peut aider, évidemment, ce sont de véritables problèmes de santé, et ces températures de 48 degrés, c'est quelque chose par rapport auquel il est extrêmement difficile de se protéger, en particulier s'il n'y a plus de possibilité de climatisation, disons, tous les problèmes aussi d'alimentation rendus plus difficiles, les problèmes de santé se multiplient dans ces cas-là. Mais alors Jean Jouzel, ça veut dire que les pays ne prennent pas conscience suffisamment vite de ce phénomène, et donc que ça pourrait toucher toute la planète. Aucun pays ne serait épargné, même ceux qui sont situés dans des zones dites plus froides? Oui, aucun pays ne sera épargné par le réchauffement climatique. Au contraire, le réchauffement climatique sera plus important dans les zones plus froides. Si le réchauffement climatique était de 4 à 5 degrés à la fin du siècle, c'est-à-dire ça c'est le cas où vraiment rien ne serait fait pour lutter contre le réchauffement climatique, et bien dans les régions de l'Arctique, il serait plutôt de 8 à 10 degrés. Donc il y a une amplification du réchauffement climatique dans les régions les plus froides, avec des conséquences là aussi, même si on peut dire que ce sont des régions où il y a quand même peu de population, mais quand même, disons, quand on regarde par exemple la fonte des sols gelés en Sibérie, ce qu'on appelle le permafrost, avec ce risque de rejet de gaz carbonique, de méthane, qui ajouteront aux gaz à effet de serre produits par les activités humaines. Donc c'est un mécanisme extrêmement dangereux. Ce problème du réchauffement climatique se traduit par les températures, il se traduit par l'élévation du niveau de la mer, il se traduit effectivement par des canicules, par des cyclones au vent plus violents encore que l'ont été que ceux qu'on a connus récemment, ou ceux par exemple connus aux Philippines, ou bien dans le Pacifique. Donc oui, il y a des conséquences dans tous les domaines, sur la biodiversité, sur la ressource en eau, sur les rendements agricoles, sur tout problème de l'élévation du niveau de la mer qui, dans ce cas d'un réchauffement non maîtrisé, pourrait atteindre 1 mètre à la fin du siècle et se poursuivre par la suite. Donc toutes les raisons sont là pour lutter contre le réchauffement climatique, et bon, c'est clair que c'est aussi un message à tous les pays, y compris d'ailleurs à l'Inde, qui n'est pas très allante dans la lutte contre le réchauffement climatique, pour dire quand même que ce réchauffement climatique, si rien n'était fait pour lutter, disons efficacement et de façon extrêmement rapide, urgente, c'est dans tous les objectifs de la conférence de Paris en fin d'année, c'est vrai que les climatologues disent que ce type d'événements, les canicules, se multiplieront, deviendront de plus en plus, intenses, et donc je ne dis pas plus meurtrières, parce que j'espère que la prévention, sera bien meilleure dans quelques années par rapport à ces canicules, mais c'est un des problèmes du réchauffement climatique. La multiplication et l'intensification des canicules est au cœur des problèmes de réchauffement climatique, et c'est vrai que c'est encore plus problématique dans les villes probablement que dans les campagnes. Merci Jean Jouzel pour cet éclairage. Donc je rappelle que vous êtes climatologue, membre et vice-président du GIEC. L'Inde frappée donc avec cette canicule terrible, 1500 morts, le dernier bilan. Du tennis pour terminer, avec les dernières images de Roland Garros et les qualifications notamment d'Andy Murray qui fait figure de favori possible. L'Écossais qui a battu le Portugais Sousa, qui est un joueur de terre battue. C'était un test important et vous voyez, victoire en 4-7 pour Andy Murray. Qualification également de Novak Djokovic. Voilà, dans un instant, l'actualité. De retour avec Daniel Atlan. Bonne soirée.